Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'actualité est parfois un curieux mélange, un mélange de drame, de violence et de joie. C'est un petit peu le cas aujourd'hui avec deux titres à la première page de ce journal. Les jugements dans deux procès qui secouent assez violemment l'opinion publique américaine. Et puis, en ce moment même, l'arrivée triomphale à Paris du roi Pelé, le célèbre footballeur brésilien. Nous appellerons à ce sujet Michel Drucker à Orly dans un tout petit instant. Je vous propose de parler tout de suite des deux procès américains. Verdict donc dans le procès Manson. Les 4 accusés ont été condamné à mort. Second procès, et c'est le premier jugement dans le procès du massacre de My Lai. Le lieutenant Calais a été reconnu coupable du meurtre de 22 civils sud-vietnamiens. Ces deux procès provoquent, je vous le disais, une grande émotion aux États-Unis. Il est utile, je pense, de revenir aujourd'hui sur ces deux affaires qui, dans un cas comme dans l'autre, ont constitué des moments d'horreur assez insoutenables. Rappelez-vous tout d'abord l'affaire Manson, c'est le massacre de la villa Polanski, l'assassinat de l'actrice Sharon Tate et de ses amis Jacques Secchi. La Villa Bel Air dans la banlieue de Los Angeles, le 9 août 1969. Dans la villa de Roman Polanski, metteur en scène spécialiste des films d'horreur comme Le bal des vampires, on découvre 5 cadavres, dont celui de sa femme, Sharon Tate. La jeune femme attendait un enfant. L'Amérique est traumatisée par ce crime sadique qu'elle ne comprend pas. 3 mois après le drame, la police va arrêter 4 jeunes gens, des hippies. 3 filles, Susan Hopkins, 22 ans, Patricia Krenwinkel, 21 ans, Leslie Van Houten, 21 ans. Elles appartiennent à la tribu Manson, dont le chef, Charles Manson, se fait appeler Jésus, et dont le regard fiévreux semble subjuguer ceux qui l'approchent. Les 4 jeunes gens nient tout d'abord être les auteurs du crime de la Villa Bel Air. Et puis un jour, ils avouent tout en bloc. Oui, ils ont assassiné Sharon Tate et ses amis, et ils ont même commis un autre assassinat, celui des époux LaBianca, avant le drame de Bel Air. En février 70, le plus long procès de l'histoire judiciaire des États-Unis commence. Il commence sur un incident. Une jeune fille, Linda Kasabian, elle aussi inculpée avec la tribu Manson, accepte de déposer contre ses complices. Elle dit tout savoir, ce qui va lui assurer l'impunité. Les avocats vont s'indigner une nouvelle fois à l'issue d'une conférence de presse du président Nixon. Nixon laisse échapper le mot « coupable » à propos de Manson. Nouveau scandale car nul ne peut préjuger de la culpabilité d'un individu. Aujourd'hui, Manson et ses 3 amis, reconnus coupables depuis le 25 janvier, savent qu'ils connaîtront la chambre à gaz ou la prison à vie. On peut se demander effectivement maintenant si la peine sera exécutée. Les 4 condamnés passeront-ils dans la chambre à gaz? Beaucoup pensent d'ailleurs que c'est bien improbable, car il n'y a pas eu d'exécution aux États-Unis depuis 1967 tout de même. Et de toute façon, les 4 de la famille Manson ont bien sûr l'intention d'utiliser tous les recours de la loi pour repousser leur exécution, sans doute même de plusieurs années de toute façon. Second procès, je vous le disais, il s'agit là du jugement Calais. Le lieutenant Calais est reconnu coupable du massacre de My Lai. On ne sait pas encore s'il sera condamné à mort ou à la prison à vie. Le jury doit se retrouver aujourd'hui pour en décider. L'affaire de My Lai, elle, commence en 1968. Le lieutenant William Calais avait 24 ans au moment des massacres de My Lai, le 16 mars 1968. 3 ans après, jour pour jour, le 16 mars 1971, le tribunal de Fort Benning, en Géorgie, l'a reconnu coupable des crimes de My Lai. 4 chefs d'accusation sont retenus contre lui, dont le meurtre avec préméditation de 22 Vietnamiens dans le petit hameau du Sud-Vietnam où, ce jour-là, 102 habitants ont trouvé la mort. Calais est ainsi le premier militaire à être blâmé. Les 6 officiers du tribunal, après 13 jours de délibération, l'ont reconnu coupable. Aujourd'hui, Calais devrait connaître la sentence, la peine de mort ou la prison à vie. Mais les défenseurs de Calais feront appel devant le tribunal militaire et peut-être même jusqu'à la Maison-Blanche. Les avocats de la défense disent « Si l'ouverture de cette affaire a été nécessaire pour défendre l'image de l'armée, la condamnation du seul lieutenant Calais démolirait à jamais cette image. » Et l'Amérique s'interroge avec les juges de Calais, car elle se demande si le supérieur direct de Calais, le capitaine Medina par exemple, n'est pas lui aussi responsable, puisque c'est lui qui commandait Calais. Et les militaires du Pentagone s'interrogent eux aussi. La condamnation de Calais, quelle qu'elle soit, va placer l'Amérique devant son lourd dossier vietnamien.
Voilà pour ces deux procès. Sur la scène internationale aujourd'hui, il faut surtout parler de l'ouverture du 24e congrès du Parti communiste soviétique. Un discours ce matin de M. Brejnev. Plusieurs points importants à relever. Tout d'abord, M. Brejnev a proposé une conférence des 5 puissances nucléaires pour discuter du désarmement atomique sous toutes ses formes. En ce qui concerne le Moyen-Orient, le leader soviétique a affirmé que l'Union soviétique continuerait de soutenir fermement ses amis arabes. Et enfin, à propos des relations avec la Chine, Moscou est convaincu que des relations d'amitié et de bon voisinage pourrait être rétabli avec la Chine. Une dépêche aussi qui nous parvient à propos du Vietnam. Le commandement américain vient d'annoncer que des chasseurs avaient bombardé aujourd'hui des emplacements d'artillerie nord-vietnamienne dans la partie nord de la zone démilitarisée, cela à la suite de l'intensification des tirs ennemis sur plusieurs positions américaines et sud-vietnamiennes. Je vous propose d'en venir, comme prévu maintenant, à un tout autre chapitre de l'actualité, puisqu'il s'agit de sport et d'un événement tout de même assez exceptionnel, l'arrivée à Paris de l'équipe brésilienne de Santos, qui doit rencontrer demain soir, vous le savez, une sélection de joueurs stéphanois et marseillais. Le roi Pelé vient donc de débarquer en France, et Michel Drucker, il est arrivé un petit peu comme un véritable chef d'État, j'imagine. Absolument, Jean-Michel Lejeune. Oui, c'est un véritable chef d'État qui vient d'arriver. Le roi Pelé, monsieur Jacques Baumel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, est là. Le général Lira Tavares, ambassadeur du Brésil en France, est là aussi. Vous voyez, des centaines peut-être de photographes venus de France, aussi de l'étranger. Il y a des radios ici venues du Luxembourg, de Belgique, d'Allemagne pour voir Pelé. Monsieur Avlanche, vous êtes encore avec nous, je vous remercie infiniment. Vous êtes le président de la Confédération des sports brésilienne et vous allez pouvoir nous servir d'interprète. Il est en forme? Oui, il se sent très très bien, il est un peu fatigué, mais il est très content. Comment va la jambe? La perna. Felizmente está muito bem e para vir a Paris teria que estar. Il dit que sa jambe est très très bien et pour venir à Paris, il viendrait de n'importe quelle façon parce qu'il a un grand plaisir d'être toujours à Paris. Comment s'est passé le match contre Palmeiras? Não foi muito bom não para nós porque perdemos 2-0. Il dit qu'il n'a pas été très très bien parce qu'il a perdu de 2-0, mais c'est le football. Dites-moi, comment fait-il pour garder sa gentillesse, sa simplicité depuis 10 ans alors qu'il est reçu partout comme un chef d'État avec les photographes qui l'ennuient en permanence? Il quer saber como é que você é sempre tão gentil, tão amável e tão cordato depois de 10 anos de sempre ser solicitado como um chefe de Estado. Eu acho que é uma satisfação, uma honra para mim ser querido. Então tem que atender a todos muito bem. Il dit que c'est un honneur pour lui d'être très, très chéri dans tous les pays et principalement ici à Paris et dans ce moment où il vient pour une œuvre de social. En tout cas, vous pouvez lui dire que les millions de téléspectateurs qui seront devant leur écran de télévision demain soir seront ravis car ils n'ont pas oublié cette Coupe du Monde du Mexique et il en fut encore le héros. Ele diz que milhares de pessoas que estarão amanhã diante do microfone e da televisão não esqueceram ainda o que foi a sua partida durante a Copa do Mundo que representou a equipe do Brasil, principalmente o seu jogo. Voilà. Eu espero que amanhã nós possamos brindar o público com um bom espetáculo de futebol, já que essa partida é uma partida beneficente para o pessoal que necessita, o pessoal do câncer, entende? Dernière question. Il fera tous ses efforts, il va répéter le match qu'il a fait en Europe et surtout pour une raison bien plus forte parce que c'est au bénéfice du cancer, d'une jeunesse, des familles, des femmes et des hommes qui ont la nécessité d'un peu de secours de tout le monde et c'est pour ça qu'il est ici. Dernière question, jouera-t-il tout le match? Você vai jogar todo o jogo. Mais naturellement que Dieu le veuille. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Monsieur le ministre, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Nous sommes très heureux de l'accueillir à Paris, car nous saluons en lui une des grandes idoles de notre époque. Merci infiniment. Et allez vous reposer un peu à l'hôtel. Hein. Le programme est très chargé, vous savez, il doit descendre des Champs-Élysées en voiture découverte tout à l'heure. Ensuite, à l'hôtel de ville pour recevoir la médaille de vermeil de la ville de Paris. Et puis, conférence de presse à 18h. C'est une grande vedette, vous le voyez. Et il sera en direct, information première Télésoir, vers 19h30. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci infiniment. À ce soir. Merci Michel Drucker. Rendez-vous effectivement ce soir à 19h45 dans une atmosphère, j'imagine, un tout petit peu plus calme tout de même sur le plateau d'information première et avec le roi Pelé ou Pelé, je ne sais pas comment il faut prononcer, pendant ce journal de Télésoir. Dans ce domaine sportif, ce même domaine sportif, il faut revenir aussi sur l'émission d'hier soir sur la première chaîne. Il s'agissait, vous l'avez vu, du procès de l'amateurisme. Je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble de l'émission. Il a tout de même eu une surprise à la fin, au moment du vote, lorsqu'on a demandé aux jurés, faut-il ou non assouplir les règles actuelles de l'amateurisme. Le jury, en majorité, a répondu oui, à l'exception de 2 sportives, Micheline Ostermeyer, l'ancienne lanceuse du poids, et ce qui a frappé peut-être encore davantage, Marielle Boitschel. Je vous propose d'ailleurs de revoir ces quelques secondes de la fin de l'émission. Regardez.
À chacun de nos jurés, qui je vous le rappelle, ont tous été champions olympiques, de se prononcer sur la question qui était l'objet de notre débat. Êtes-vous pour ou contre l'assouplissement des règles d'admission aux Jeux olympiques? Pour ou contre l'assouplissement? Je vais vous demander simplement de vous lever et de répondre pour ou contre. Monsieur Joseph Guillemot. Je suis pour l'assouplissement. Je vous remercie. René Duverger. Je suis pour. Gilles Berolati. Je suis pour, oui. Raymond Salle. Je suis pour. Gaston Mercier. Je suis pour aussi. Jean-Jacques Guyon. Je suis pour. Micheline Ostermeyer. Je suis contre. Jean Boiteux. Je suis pour. Marielle Boitchel. Je suis contre. Alors effectivement, ce nom méritait quelques explications. C'est pourquoi Marielle Boitchel est avec nous sur ce plateau en compagnie de Jean-Michel Lelio. Pourquoi ce nom, Marielle Boitchel? Eh bien, si j'ai dit non à l'hypocrisie. Je trouve qu'il y en a assez, il ne faut plus d'hypocrisie. Et personnellement, il y a deux systèmes, vous voyez maintenant. Ou bien alors, on reconnaît que le ski est professionnel, et dans ce cas, il ne fait plus partie des amateurs, donc plus partie du comité olympique. Et alors là, je vous assure, je parle évidemment d'une chose que je connais, c'est-à-dire le ski, qu'il y ait à l'heure actuelle un coureur ou quelqu'un qui me dise que j'ai tort, et j'accepte d'être confronté avec lui, et de me dire si réellement il ne touche pas des émoluments, je vous assure, considérables, et dans ce cas, j'ai tort et je suis d'accord. Ou bien alors, un autre système, un système à l'échelon gouvernemental, et qui se situerait, si vous voulez, international, c'est-à-dire que tous les États, un genre de, si vous voulez, de ce qui se passe dans les pays de l'Est, c'est-à-dire où l'État s'arrangerait pour payer les coureurs, si vous voulez, hein, et puis il y aurait évidemment autre chose derrière, mais je vous assure que ces espèces de tricheries, je trouve ça tellement désagréable, et surtout pour le sport. Vous voyez, la télévision hier a traité d'un problème, et les gens n'étaient pas loyaux, vous voyez. Quand je pense qu'il y a des champions merveilleux qui ont été obligés de mentir, moi ça m'écœure. Sur la tricherie, cette salade, ça me dégoûte. Lorsque vous avez dit non hier soir et lorsque vous dites je dis toujours non parce que je suis contre l'hypocrisie, vous n'avez pas l'impression qu'on peut aussi vous répondre vous n'avez pas toujours été contre? Non, mais je vous assure que quand je pratiquais le ski, j'étais consciente de cet état de choses. De toute façon, à ce moment-là, Avery Brundage attaquait, si vous voulez, mais en fait, il ne faut pas critiquer cet homme. En fait, on ne critique pas la religion parce que le curé d'à côté de chez vous est mauvais. Alors pourquoi critiquer le responsable de cette chose-là? Il défend une idée, il défend un idéal. Eh bien, ma foi, dans son idée, il est peut-être excessif. Tout comme le pape est peut-être excessif au sujet de la pilule et de l'avortement, mais il faut des gens comme ça, il faut des parcs nationaux, il faut des gens comme ça qui défendent quand même des idées. Bien sûr, moi, Marielle Boitchel, j'en ai profité, je vous assure, j'ai gagné des sous, c'est vrai. Et sans formation d'ailleurs, parce que finalement l'argent il s'en va bien vite dans ces cas-là. Oui, vous me disiez tout à l'heure quelque chose d'ailleurs, vous auriez préféré peut-être non pas toucher quelques millions au moment de votre splendeur, ce que j'aurais préféré, mais préparer une reconversion. Voilà, j'aurais préféré que l'État me dise, eh bien Marielle Boitchel, vous défendez la France, c'est normal, je suis cocardière, j'ai été la première à être contente à faire briller les couleurs françaises et à faire retentir la Marseillaise, je suis cocardière. Mais alors, dans ce cas-là, on m'aurait dit, Marielle Boitchel, vous faites partie, vous avez une bourse, et surtout, vous aurez un avenir. Parce qu'en fait, combien de milliers de champions, parce qu'on voit Marielle Boitchel, on voit Jean-Claude Killy, mais vous ne voyez pas tous ceux qui sont derrière, et qui ceux-là ne sont rien du tout. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah oui, peut-être dans un petit coin, ils sont perdus, ils gagnent un petit peu d'argent, ils sont aigris. Eh bien, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que la jeunesse doit être sportive. Il ne doit pas y avoir une exception ou deux exceptions. Oui, c'est le sport en général qui doit en profiter. Avec des exemples comme les vôtres, Marielle, le vôtre en particulier, et celui de Killy aussi, dont on a beaucoup parlé hier soir, vous ne croyez pas que justement il y a une certaine jeunesse maintenant qui se dirige vers le sport, non pas par amour du sport, donc non pas par amateurisme, mais uniquement dans l'espoir d'un gain? Oui, bien sûr, parce important. qu'on dit Marielle Boitchel à la Légion d'honneur, parce qu'elle a l'ordre du mérite, parce qu'elle a gagné des sous, moi j'ai envie de s'en faire autant. Mais dans le cas où on veut considérer que le sport est un métier, alors il est professionnel et il est un métier. Ou bien alors on le laisse dans le cadre du comité olympique et dans ce cas-là, on essaye de lui donner, si vous voulez, une autre orientation. Et ça, je me propose d'en débattre avec des tas de gens qui ne sont peut-être pas de mon avis et avec des jeunes et des gens apolitiques, parce que quand on fait partie d'une politique, on est l'instrument d'une politique, donc on n'est pas objectif. Là, je pense que nous allons en rester là. Effectivement, c'est peut-être un rendez-vous à noter, un débat qui n'en finirait pas, en tout cas pour ce journal. Merci à Marielle Boitchel d'être venue sur le plateau d'Information Première. Nous allons revenir maintenant à la politique, avec tout d'abord la visite de M. Mobutu en France. Une soirée qui a été bien remplie, d'ailleurs, pour le chef d'État congolais, qui a retrouvé M. Pompidou au Grand Trianon de Versailles hier soir. Georges Pitoef.
Orné de galons dorés, tendu de soieries et de brocarts tout neufs, entièrement réaménagé par l'État pour les grandes circonstances, le grand Trianon de Versailles accueillait hier soir le président de la République, Madame Pompidou et leurs hôtes, le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu et son épouse. Après le dîner d'apparat, Molière et Lully allaient aussi être de la fête avec une comédie-ballet, Monsieur de Pourceaugnac, interprété par les comédiens français dans les velours bleus du théâtre Louis XV de Versailles. Auparavant, les toasts échangés à table furent sans détour. Le président Pompidou assura son invité qu'il encouragerait les investissements français au Congo. Le président Mobutu s'en félicita, en précisant que son gouvernement avait élaboré un code des investissements interdisant toute nationalisation et garantissant ainsi fort honnêtement les intérêts de son pays comme ceux des capitaux étrangers. Puis vint l'heure du divertissement. Aujourd'hui, deuxième journée de la visite officielle en France du président de la République du Congo. Elle commence par une cérémonie à l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Le président Mobutu va ensuite être reçu à l'Hôtel de Ville de Paris. À l'heure qu'il est, il déjeune à l'hôtel Matignon, invité par M. Chaban-Delmas, Premier ministre. Cet après-midi, visite des usines Renault à Flins et, en soirée, deuxième entretien politique avec le président de la République. Le programme officiel a prévu 3 entretiens politiques entre les présidents Pompidou et Mobutu. Le pétrole, les conversations entre la France et l'Algérie ont repris ce matin. L'atmosphère est, semble-t-il, beaucoup plus détendue d'ailleurs entre M. Bouteflika et M. Hervé Alphand. Le président Boumedienne a d'ailleurs amorcé, pourrait-on dire, l'ouverture avec un discours relativement modéré. Les nationalisations des compagnies pétrolières françaises ne sont le résultat d'aucune haine et d'aucune vengeance, a-t-il dit en substance. Nos deux pays sont riverains de la Méditerranée et nos relations doivent être fructueuses et durables. En France, l'actualité politique est assez chargée. Réunion du bureau politique de l'UDR ce matin à l'Assemblée nationale. M. Chaban-Delmas était présent. Une précision à ce sujet. La déclaration que doit faire M. Chaban-Delmas devant l'Assemblée nationale aura bien lieu après Pâques, mais aucune précision ne peut encore être fournie quant à la date exacte de cette intervention. Demain, les radicaux vont tirer les leçons des élections municipales et cet après-midi, manifestation. Les fonctionnaires doivent manifester à Paris de l'Hôtel de Ville jusqu'au ministère des Finances. Quant à Gérard Nicou, la Cour de cassation a rejeté hier son pourvoi. Gérard Nicou risque donc maintenant de retourner en prison. La Cour de cassation devait se pencher aujourd'hui sur le cas d'Alain Gesma. Conférence de presse également ce matin de M. Giscard d'Estaing. Le ministre des Finances a indiqué que la balance des paiements de la France avait été de nouveau excédentaire au cours du mois de mars. Et puis, on reparle du SMIC ce matin au ministère des Affaires sociales, relèvement du SMIC et adoption du nouvel indice des 295 articles qui remplace, Bernard Olivier, celui des 259 articles. Oui, la commission supérieure des conventions collectives s'est réunie ce matin chez M. Fontanet, le ministre des Affaires sociales. Cette commission comprend des syndicalistes, des représentants du patronat et du gouvernement. Elle doit en effet adopter ce nouvel indice qui est extrêmement important puisque, vous le savez, c'est lui qui déclenche les hausses de salaire lorsque les prix dérapent. Mais le choix est difficile puisque les syndicats, avant même que ce nouvel indice soit né officiellement, contestent ce thermomètre des prix. Leur premier argument leur est fourni par M. Giscard d'Estaing qui, la semaine dernière, a déclaré avec ce nouvel indice, l'augmentation des prix l'an dernier aurait été moins forte qu'elle n'a été. Donc, disent les syndicats, nous sommes défavorisés. Deuxième argument, pour déterminer l'indice, on a choisi un ménage français qui gagnerait 1 650 francs par mois. Ce ménage-là est trop riche, disent les syndicats, car en France, près de 2 millions de salariés, 1 sur 7, ne gagnent pas plus de 1 000 francs par mois. Pour eux, la nourriture et l'habillement à eux seuls représentent la quasi-totalité de leur salaire, donc le nouvel indice va les défavoriser. Je prends un exemple. Si le prix des sports d'hiver augmente, l'indice reflètera cette augmentation, mais les gens qui gagnent moins de 1 000 francs par mois ne vont pas au sport d'hiver. En revanche, si les loyers, la nourriture ou l'habillement augmentent, à ce moment-là, l'indice ne reflètera qu'à moitié le manque à gagner des petits salariés. De là, l'idée avancée par certains qu'on devrait faire un deuxième indice, un indice pour les pauvres et un indice pour les riches. Il y aura en plus, disons, une augmentation du SMIC. Oui, alors elle ne sera rendue publique officiellement que demain après le Conseil des ministres, mais on sait déjà que l'augmentation du SMIC sera d'environ 3,6% par mois, c'est-à-dire que actuellement 700 000 salariés qui gagnent au minimum 628 francs par mois passeront à 650 francs par mois. Le gouvernement n'était pas obligé de prendre ces décisions, mais au moment où on va adopter le nouvel indice, il a, disons, voulu remettre le compteur à zéro.
Fait divers, Michel Toulouse, un incendie la nuit dernière à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Il a duré d'ailleurs pratiquement toute la nuit, cet incendie. 2 pompiers et un employé de l'usine ont été blessés dans cet incendie. Les pompiers de 10 casernes ont lutté toute la nuit contre les flammes et la circulation sur la Nationale 7 en bordure de l'usine a été interrompue. Mais ce matin, on circule sans problème. 300 mètres carrés d'entrepôts ont été détruits et les dégâts s'élèveraient à plus de 8 millions de francs. Ce caboteur grec, le Sanaga, s'est échoué au sud de l'île de Groix. Il se dirigeait sans chargement vers Saint-Nazaire et le navire était privé de radio. L'échouement s'est produit à marée basse, ce qui a permis à l'équipage de rejoindre la terre à pied sec après l'incident et de prévenir la gendarmerie. La pleine mer n'a pas permis de déséchouer le navire et on craint qu'il ne se brise sur les rochers. Une exposition vient de commencer aujourd'hui à Paris. Il s'agit de la porte de Versailles, d'ailleurs, comme emplacement si vous voulez vous y rendre. Il s'agit du Salon international des arts du feu, un salon réservé aux professionnels, à l'exception de 3 soirées, aujourd'hui, demain et après-demain, de 20h à 23h. Il est utile de préciser que ces 3 soirées seront ouvertes au public et de façon gratuite. Si vous allez faire un tour là-bas, vous apercevrez, comme Jacqueline Alexandre l'a fait, que ces arts du feu recouvrent finalement un nombre d'activités artistiques peut-être plus grand qu'on ne l'imaginait. Regardez. Le CIF recouvre les domaines suivants: cristal vert, faïence, porcelaine, orfèvrerie et étain, bref, tout ce qui entre dans la composition d'une table. Pour la première fois, certains exposants se sont regroupés pour confier à un même designer la conception de tables complètes, verres, couverts et assiettes. L'étain, traditionnellement travaillé à l'ancienne, adopte lui aussi des formes nouvelles. Parmi les nouveautés présentées à ce salon, ce service à bouillabaisse et cette curieuse boule qui se monte en encastrant judicieusement plats et assiettes pour un couvert de 4 personnes. Ce service de table est l'un de ceux dont les formes s'inspirent avec évidence des découvertes spatiales vedettes de l'actualité en 1971, tout comme en 1800 était célébré le premier envol d'une montgolfière. Ces dernières assiettes font partie de la première exposition réalisée dans le cadre du CIF, exposition consacrée aux faïences populaires anciennes. Elles datent du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Elles étaient fabriquées dans 3 principaux centres de production, la Lorraine, le Nord et le Nivernais. Les faïenciers populaires ont créé dans leur style naïf et maladroit des thèmes variés correspondant au goût de leur clientèle, scènes de la vie de tous les jours avec allusion à l'éternel problème des rapports difficiles entre hommes et femmes. Une mode qui a duré près de 50 ans, les assiettes patronymiques, dont le nom du propriétaire figurait à côté de celui de son saint patron, assiettes typiquement nivernaises. Les métiers, ici le saladier du boulanger, qui pourrait être un ancêtre de nos bandes dessinées. Animaux domestiques. Et enfin, événements politiques et sociaux. Formes, couleurs, décors, tout est profondément original sur ces assiettes. Cette vaisselle, uniquement destinée à être exposée dans les vaisseliers, servait de base essentielle au décor de l'intérieur paysan. La révolution a été l'un des thèmes principaux des faïenciers de l'époque. Les révolutionnaires les plus convaincus allaient jusqu'à gratter la fleur de lys sur les assiettes pour manifester ouvertement leur changement d'opinion. Les faïences de Louis XVI à Napoléon, en passant par la Révolution, font que cette exposition est la première en France à donner un panorama aussi vaste des faïences populaires anciennes. Notre rendez-vous quotidien avec la Bourse de Paris, j'appelle maintenant Michel Tardieu. Bien encore aujourd'hui, le marché est plutôt irrégulier, avec peut-être des points de fermeté un peu plus nombreux qu'hier, mais vous allez voir, quand les cours défileront, ce n'est toujours pas le grand optimisme. Les boursiers n'arrivent pas à retrouver leur morale, et les experts du plan, comme la commission Baumgartner, comme tous les experts du ministère des Finances et comme le président de la République lui-même, se penchent sur les états d'âme des boursiers en se demandant ce qu'il faudrait faire pour leur rendre le sourire. Et je crois qu'hier, Jean-Michel Desjeunes, vous nous avez montré tout à l'heure des images du Grand Trianon et de la réception donnée en l'honneur du général Mobutu. Eh bien, je crois que le président du Congo Kinshasa a bien trouvé ce qui va mal pour les boursiers et quel était le problème fondamental des financiers.
En effet, pour tenter d'attirer les capitaux vers son pays, le général Mobutu a dit qu'il n'y avait pas de risque de nationalisation. C'est-à-dire qu'il a dit tout de suite que les capitaux qui seraient investis au Congo pourraient en ressortir et qu'en tout cas les sociétés pourraient en conserver la propriété. Il n'a pas essayé de dire qu'il y aurait de grands avantages donnés aux financiers qui viendraient là-bas. Eh bien, je crois que le président congolais a très bien vu le problème fondamental de tous les financiers, qui est d'obtenir l'assurance qu'ils pourront retrouver leur argent s'ils le désirent. Et l'actualité les rend particulièrement sensibles à cet aspect des problèmes. Il est en effet au fond de toute la négociation avec l'Algérie. Il y a détente, dit-on, dans les rapports entre la France et l'Algérie, mais pour l'instant, il faut bien dire que les Algériens n'ont aucune raison de ne pas être détendus, puisqu'ils ont mis la main sur les actifs des compagnies et que leur seul désir est maintenant d'obtenir que ces compagnies leur payent les suppléments d'impôts qu'ils réclament. On se trouve là un petit peu d'ailleurs entre l'opposition de la fameuse formule populaire « un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras », ce qui est un petit peu la position de l'ERAP qui ne voudrait pas payer les arriérés d'impôts qu'on lui réclame, et en face la volonté des Algériens de sortir de ce qu'ils appellent une négociation de marchand de tapis. En tout cas, la crainte de ne pas retrouver son argent quand on l'investit, c'est celle que connaissent la plupart des épargnants français. Ils savent bien que les promesses sont toujours très belles quand il s'agit de les faire investir leurs économies, mais qu'il est souvent difficile de retrouver son bon argent au bout du compte. Et ils se souviennent bien sûr des fameux emprunts étrangers d'avant 1914, notamment des emprunts russes, et puis surtout, ils ont peur de l'érosion monétaire, car ils savent bien que parfois les francs qu'on leur rend pèsent beaucoup moins lourd que ceux qu'ils avaient donnés. C'est ce qui fait leur méfiance à l'égard de la bourse, et paradoxalement, ce qui fait aussi le goût immodéré des Français pour la liquidité, ce que tous les responsables de l'économie, bien sûr, voudraient combattre. D'ailleurs, dans ce domaine, la hausse des prix devrait faire beaucoup mieux que tous les efforts des membres du gouvernement, puisque les Français savent bien que s'ils gardent de l'argent liquide, quand la hausse des prix atteint, comme en février, 0,5%, ce qui est moins que les 2 mois précédents, mais ce qui est encore sensible, eh bien, l'argent liquide perd sa valeur, alors que l'argent investi a plus de chances de résister. En tout cas, la Commission des opérations de bourse voudrait bien apporter elle aussi sa contribution à l'élargissement du marché financier. Elle pense que c'est son rôle. Et hier, M. Pierre Châtenay, le président de la Commission des opérations de bourse, en présentant le rapport annuel qu'il a présenté, en le présentant à la presse, le rapport annuel qu'il a remis entre les mains du président de la République, a rappelé quelles étaient ses intentions dans ce domaine et qu'il était décidé à tout faire pour défendre les intérêts des petits épargnants, notamment en insistant auprès des sociétés pour qu'elles donnent des chiffres extrêmement clairs et des informations précises et faciles à comprendre. Je crois qu'on pourrait peut-être passer le tableau des mines d'or, car les mines d'or sont en hausse aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a des petits problèmes là. Voilà les mines d'or qui sont relativement fermes. Oui, mais M. Châtenay a dit aussi que maintenant il avait tous les pouvoirs qui lui étaient nécessaires précisément pour bien veiller à ce que cette information des petits actionnaires soit complète et facile à comprendre. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Nous allons rester d'ailleurs dans le domaine des affaires. Rendez-vous avec Hebdo Midi maintenant. François-Henri de Virieu. Le 29 mars 1946, ce jour-là, l'Assemblée votait par 512 voix contre 64 la nationalisation des compagnies françaises de production d'électricité. L'EDF était née. Le 29 mars 1946, souvenez-vous, c'était il y a un quart de siècle, à un jour près. La France sortait de la guerre, c'était encore la pénurie. Le problème pour notre pays était de produire à n'importe quel prix. En 25 ans, tout a changé. Notre pays s'est développé industriellement. Il est passé de l'ère de la pénurie à l'âge de l'abondance. Aujourd'hui, l'essentiel n'est plus de produire, l'essentiel est de vendre, d'affronter la concurrence. L'EDF, bien sûr, n'a pas échappé à cette loi du marché. Grâce à la liberté de gestion que l'État vient de lui donner en guise de cadeau d'anniversaire, elle est en train de devenir, 25 ans après la nationalisation, une entreprise, je dirais, presque comme les autres. Nous avons invité aujourd'hui le président de son conseil d'administration, M. Paul Delouvrier. Mais avant de le livrer aux questions de Michel Tardieu et de François de Closet, je vous propose de revivre un peu la carrière de celui que l'on a appelé le baron Haussmann des Faubourgs. Vous allez comprendre pourquoi en regardant ce portrait d'Édouard Laure.
Paul Delouvrier, 56 ans. Né dans les Vosges, caractère lorrain, un peu froid et très déterminé, n'accepte aucun retard dans ses rendez-vous, marié, 5 enfants. Inspecteur des finances, à 30 ans, il fait ses premiers pas au ministère, rue de Rivoli. Après la guerre, c'est la reconstruction. Il collabore avec Jean Monnet à l'ébauche du premier plan français. Mais le Paul Delouvrier que le public connaît, ce n'est pas celui des finances, c'est l'homme politique, celui que le général de Gaulle nomme le 16 décembre 1958 délégué général du gouvernement à Alger. Une mission difficile, au milieu d'événements tragiques, elle se termine le 23 novembre 1960. Paris, troisième étape de sa carrière, il prend en main le destin de la capitale et lui donne ses perspectives d'avenir. Ses collaborateurs ont du mal à suivre son imagination débordante, son empirisme organisateur, comme ils disent. La preuve, 1963, publication d'un livre blanc, et 2 ans plus tard paraît le schéma directeur de ce que sera le futur Paris avec ses 8 villes satellites. Enfin, en août 66, il devient le premier préfet de la région parisienne. Dernière étape, nouveau tournant dans sa carrière, février 1969, Paul Delouvrier accepte la présidence de l'Électricité de France. Il est donc à la tête d'un service public national dont la création remonte à 1946. 95 000 employés, l'EDF se place au 2e rang des sociétés françaises par le chiffre d'affaires, au 2e rang également des entreprises mondiales de distribution d'énergie électrique. Ce n'est plus un monopole, l'EDF n'a pas l'exclusivité de la production d'électricité en France, il existe des producteurs autonomes. Pour produire cette électricité, l'EDF dispose de plusieurs sources, l'eau, le coke, le pétrole, l'uranium. Entre ces différentes possibilités, elle a fait son choix pour l'avenir, les centrales nucléaires. Aujourd'hui, elle produit 110 milliards de kilowattheures, principalement avec des centrales hydrauliques et thermiques. Dans 20 ans, elle en produira 150 à l'aide seulement des centrales nucléaires. C'est l'industrie qui consomme les 3/4 de l'électricité produite en France. Le reste, ce qu'on appelle le courant basse tension, est consommé par les ménagères. Pour suivre la demande qui double pratiquement tous les 10 ans, l'EDF doit entreprendre une politique d'investissement très coûteuse. L'an dernier, par exemple, elle a investi plus de 5 milliards de francs, 40% de son chiffre d'affaires. Malgré cela, les comptes d'exploitation de la société sont en équilibre et alors on peut se demander pourquoi presque chaque année, le prix de l'électricité pour les particuliers augmente. Aujourd'hui, le kilowattheure hors taxe se paye en moyenne 20 centimes pour un particulier et seulement 7 centimes pour un industriel qui en consomme en grande quantité. Pour faire face à ses besoins, à son option nucléaire, l'Électricité de France a lancé il y a quelques mois une campagne publicitaire correspondant avec le 25e anniversaire de la création de la société. L'EDF a ainsi voulu se placer sur un marché de concurrence. Le slogan « Tout électrique » vise avant tout la clientèle domestique qui ne représente que le quart de la consommation française, la plus faible du marché commun, mais rapporte au moins 50% des recettes de l'EDF. Campagne qui a aussi trouvé un appui avec l'apparition des problèmes de pollution et d'environnement. Depuis très peu de temps, l'Électricité de France se soucie de l'esthétique de son réseau de distribution. Un câble souterrain peut coûter jusqu'à 12 fois plus cher qu'un câble aérien, mais l'opération est nécessaire pour préserver certains sites, comme ici au Beau-de-Provence. Enfin, il est certain que l'utilisation de l'électricité dans les villes est la solution pour réduire la pollution. Elle permet effectivement d'éviter les nuisances liées à l'utilisation de certains combustibles, mais à l'heure actuelle, on retrouve ces nuisances au niveau des centrales thermiques, et cela malgré l'emploi de nouveaux procédés et la construction de cheminées de plus en plus hautes. Donc, à la tête d'une grande fille de 25 ans, qui est prise entre 2 tentations peut-être contradictoires. D'une part, tomber vers le privé et faire du profit comme une entreprise normale. D'autre part, peut-être se laisser aller un petit peu au train-train administratif. À votre avis, laquelle des 2 tentations est la plus dangereuse ou quelle est la voie qui serait la meilleure? Là, c'est simplifier aussi un petit peu les problèmes, n'est-ce pas? Et dès lors que l'entreprise est nationalisée, elle n'a pas pour fonction de faire du profit. Elle a pour fonction de livrer à la fois aux industriels, mais aussi bien sûr aux consommateurs privés, l'électricité au moindre coût, au moindre prix.
Donc il n'est pas étonnant que Électricité de France ne fasse pas de bénéfices au sens industriel du terme, et son problème financier est en vérité de financer avec ses ressources propres le maximum possible des investissements très importants qu'elle a à faire. Quant à l'autre risque dont vous parlez, il existe. Il est clair qu'une entreprise de 95 000 employés risque de tomber dans l'administration. Mais maintenant, comme EDF arrive dans un marché concurrentiel, je veux dire que d'autres formes d'énergie concurrencent l'électricité sur son propre terrain, ceci est un élément de réveil, je crois, extrêmement important. Alors, justement, Monsieur le Président, est-ce que EDF fait une politique de promotion de l'électricité? Est-ce que EDF se bat contre les autres formes d'énergie? Est-ce qu'EDF se dit non, je considère uniquement l'intérêt général, ou est-ce qu'EDF essaye par tous les moyens de jouer des coudes et de faire croître la place de l'électricité? Oui, Monsieur de Closet, l'intérêt général peut consister à se battre. Dans ces conditions, l'électricité, qui est une forme d'énergie secondaire, parce qu'elle transforme toutes les autres formes d'énergie, se heurte à la concurrence sur un certain nombre de terrains, et en particulier sur celui du chauffage, par exemple, avec les formes d'énergie primaire. Vous vous chauffiez au charbon jadis, puis on s'est chauffé au mazout, puis on se chauffe encore beaucoup au mazout, puis au gaz, et nous prétendons que l'électricité, maintenant, peut déterminer un chauffage commode, moderne, et au fond, pas plus cher que les autres. Donc nous sommes arrivés à une époque où il n'est pas clair que la loi du doublement en 10 ans soit respectée, et où nous devons nous battre pour prendre notre place dans l'ensemble des énergies. Voilà ma réponse. Mais toutes les études semblent dire que la part de l'électricité dans l'énergie va s'accroître très rapidement d'ici 1985. Donc ça veut dire que vous allez avoir un développement toujours très rapide, puisque par rapport aux autres sources, vous prenez une part croissante. Nous le pensons bien, en effet. Nous le pensons. Nous pensons que la consommation d'électricité va continuer à croître par rapport aux formes d'énergie directement concurrentielles. Ceci veut dire que nous absorberons une part plus grande d'énergie primaire pour la transformer en électricité, parce que finalement les qualités de souplesse, de confort, le développement de toute l'électronique, le développement des appareils ménagers, aussi bien que des moteurs électriques dans les usines, est loin, comme vous l'imaginez, d'être terminé. J'ajouterais un élément important. Si nous regardons la consommation domestique en France, on s'aperçoit de ceci. C'est bien que le Français se prenne pour un individu moderne, évolué, sa consommation domestique d'électricité par ménage est une des plus faibles de l'Europe. Depuis 2 ans, nous sommes, par ménage français, au-dessous de la consommation italienne. Et 5 fois plus faible que la consommation américaine. Il n'y a pas un problème de prix. En définitive, aussi bien les ménages que les industriels se plaignent que l'électricité est chère en France. Je ne sais pas, Monsieur Tardieu, si vous avez déjà vu un consommateur qui pense que le produit qu'il achète soit très bon marché. Enfin, en gros, c'est rarissime. Mais vous avez raison, en ce sens qu'il y a dans l'opinion publique l'idée que l'électricité est chère. Alors, distinguons, s'il vous plaît, entre le consommateur industriel, consommateur d'énormes quantités d'énergie électrique, pour celui qui l'utilise comme l'aluminium, où c'est presque un élément de la matière première, jusqu'au consommateur privé qui l'utilise uniquement pour son éclairage. Le prix industriel de l'électricité en France est à peu près 20% moins cher qu'à l'étranger. Regardons maintenant du côté de l'utilisateur domestique. Alors, nous touchons là les 18 millions d'abonnés, c'est-à-dire la France entière. Oui, 18 millions de ménages, c'est-à-dire la France entière. Dans la note que les 18 millions d'abonnés payent, il y a 25% qui va à l'État ou au département ou aux communes. Un quart. C'était autrefois le prix de la taxe de luxe sur le plus luxueux des produits, alors que l'électricité est devenue un produit de très grande consommation. Alors, quand on fait des comparaisons de prix d'électricité, il faut savoir quel est le montant des taxes. En recette dans la caisse d'EDF ne vient que le prix hors taxe.
Si nous comparons ces prix hors taxe, prix anglais et prix français par exemple, en Angleterre il y a 0 taxe, 0% de taxe. Eh bien, en vérité, le prix français est inférieur au prix anglais. Si au contraire, nous comparons le prix de la facture du client, comme la taxe est incluse et que le client la paye, il est exact de dire qu'en basse tension, l'électricité en France est légèrement plus chère qu'en Allemagne, qu'en Belgique ou qu'en Angleterre. Mais malgré ces taxes, pas dans une proportion aussi grande que la taxe elle-même. Ça veut dire que la nationalisation a réussi son but d'arriver à donner à la nation française un prix d'énergie électrique, soit aux consommateurs industriels, soit aux consommateurs privés, qui est en vérité, abstraction faite des taxes, moins cher que dans les pays évolués comme les pays industriels du monde occidental. Voilà. Un peu long. Monsieur le Président, lorsque vous vous occupez de vos sources d'approvisionnement, il vous faut du pétrole, il vous faut de l'uranium, il vous faut du charbon, il vous faut du gaz, vous vous souciez de la rentabilité en tant qu'entreprise pour produire l'électricité à bon marché, ou de l'intérêt national, c'est-à-dire de l'indépendance nationale, qui est tellement importante sur le plan énergétique. Vous réagissez en tant qu'entreprise ou en tant que service public nationalisé? Nous cherchons à combiner les deux réactions. En vérité, il n'appartient pas à Électricité de France, service même nationalisé, de définir la politique énergétique nationale. Cette définition ressort de la compétence du gouvernement, du ministère du Développement industriel et même d'un secrétariat général à l'énergie qui a été créé pour ce faire. Mais ce n'est pas forcément la solution la plus économique. Vous avez raison. Ce n'est pas nécessairement la solution la plus économique. Prenons un exemple. Si EDF avait agi comme une société purement privée, il y a 10 ans déjà, qu'elle aurait fait des contrats de charbon, peut-être avec d'autres charbonniers que les Charbonnages de France, ou qu'elle l'aurait allégé, vu la baisse du prix du fioul, ces centrales à charbon pour pousser davantage sur les centrales fuel. Donc, la politique de l'EDF, service nationalisé, est nécessairement dominée par les préoccupations nationales, et je crois pouvoir dire, sans que ceci soit contesté, que nous avons fait un grand effort pour que, en particulier, la récession des charbonnages soit progressive, et donc nous avons eu des contrats à long terme avec les Charbonnages de France pour l'alimentation de nos centrales, alors que peut-être nous aurions préféré nous adresser soit aux Polonais, soit aux Américains. Et pour l'abonné, quelles seront les conséquences de l'escalade pétrolière ou de l'escalade des prix pétroliers actuels? Une augmentation de 10% du prix du fioul. Si nous faisons l'addition du total de nos ressources d'énergie primaire, n'aurait une influence qu'assez faible et pas supérieure à 3%. En vérité, compte tenu des prix relatifs, et ça le calcul était compliqué, l'influence sera en vérité moindre. Et en particulier pour l'électricité domestique, qui dans son prix inclut une proportion grande de charges financières et de charges de distribution, le coût d'établissement des lignes, des compteurs, enfin, etc., le prix du combustible dans l'énergie, une fois qu'elle est rendue chez le client dans sa lampe, n'est-ce pas, est en vérité très inférieur à 20%. Dans le prix de l'énergie, si vous voulez, électrique, tout à fait en gros, nous avons 20% pour le combustible, 20%, 22% pour les charges salariales et 60% pour les charges financières. L'augmentation du prix du fioul n'aura pas une incidence aussi grande que beaucoup l'imaginent. Récemment, la France a décidé de construire donc un programme extrêmement ambitieux de centrales nucléaires. Ces centrales, pour les construire, il faut des industriels. Et traditionnellement, on disait l'industrie française est faible, elle est éparpillée, elle n'est pas capable de prendre en main la construction de ces centrales, il faut la regrouper. On l'a regroupée jusqu'à avoir 2 groupes, le groupe Jemont-Schneider, le groupe CGE. On pensait qu'on allait la regrouper jusqu'à n'en avoir qu'un seul qui, lui, sera un groupe de construction électrique de taille mondiale. Et puis il semble qu'arrivé au dualisme, l'EDF ait dit stop,
j'aime avoir deux groupes industriels. Là aussi, monsieur de Closet, vous simplifiez. L'EDF ne peut pas dire stop comme ceci à une affaire de cette envergure qui est aussi une affaire de politique gouvernementale. Vous êtes tout de même le client unique dans le domaine de l'électricité nucléaire. C'est vrai que nous sommes le client unique, pas simplement dans le domaine de l'électricité nucléaire, nous sommes le client presque unique dans le domaine des centrales thermiques classiques et dans le central de l'hydraulique. Bon, ce qui en effet nous impose des devoirs particuliers. Vous imaginez aisément qu'un client unique préfère ne pas avoir un fournisseur unique. Pour que la discussion du prix soit moins pénible, si je puis dire, il préfère avoir une certaine concurrence. Bon. Mais si la politique gouvernementale d'ensemble conduit à l'idée qu'il faut mieux qu'il y ait un seul fournisseur pour qu'il ait la force suffisante de construire, c'est pas à l'EDF de s'y opposer. L'EDF doit en effet participer dans une concertation globale, si je puis dire, avec le gouvernement, et à la limite d'ailleurs, obéir aux ordres gouvernementaux. Dans cette affaire, les choses ne sont pas simples. Le gouvernement n'a pas d'instrument direct entre les mains pour contraindre les groupes privés à s'unir entre eux s'ils ne le veulent pas. Ce qu'EDF souhaite beaucoup, c'est en effet avoir des groupes suffisamment puissants pour répondre à la demande qui va être croissante. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Quelle que soit l'importance d'EDF et la croissance de sa production, pour que des groupes privés arrivent à être assez gros pour faire des centrales nucléaires rentables, il n'est pas sûr qu'il suffise de la clientèle française, c'est-à-dire de l'EDF. Il faut aussi qu'il soit capable d'exporter. Parce que ce n'est pas en installant 3 millions de kilowatts par an, même si ceci était fait uniquement à l'aide de centrales nucléaires, que ceci suffirait peut-être à alimenter une industrie assez puissante. Et nous avons toujours été partisans du fait que des groupes, un ou deux groupes, à prédominance française, soient capables d'exporter. Il n'appartient pas au client unique de forcer son fournisseur, ses fournisseurs, à s'unir nécessairement s'ils ne le veulent pas. Vous pensez que l'industrie de la construction électrique française doit essayer de s'étendre, de croître, non pas dans le cadre national, mais dans le cadre international. C'est votre politique. C'est ce que vous souhaitez. Attendez. Distinguons bien. C'est la pensée de Paul Delouvrier comme telle. Là-dessus, le président d'EDF doit se concerter avec le gouvernement, car même dans le contrat de programme, nous dirons peut-être un mot tout à l'heure, il est inscrit bien évidemment qu'un service nationalisé de l'importance d'EDF doit faire une politique industrielle qui cadre avec les objectifs gouvernementaux. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vos charges financières représentaient à peu près 60% de vos coûts. Est-ce que vous espérez améliorer un petit peu cette situation dans l'avenir? Qu'est-ce que vous entendez par l'améliorer? Augmenter votre autofinancement, par exemple. Oui, l'augmentation de l'autofinancement ne voudra pas dire nécessairement diminution importante des charges financières dans un délai extrêmement rapide. Et de toute façon, même si vous autofinancez, ça veut dire que le produit de vos recettes ira pour une large part au financement de l'investissement, et que par conséquent, dans le prix du produit, il y aura tout de même un élément financier qui restera extrêmement important. Ne serait-ce que par l'importance des sommes consacrées à l'amortissement de l'ensemble des centrales que nous avons en route. Donc les charges financières au sens large du terme, même en cas d'autofinancement, resteront nécessairement importantes. Qu'il n'y a pas une certaine contradiction entre votre besoin formidable de capitaux extérieurs et votre désir d'une plus grande indépendance de gestion, dont on a parlé à propos du renouvellement du contrat avec l'État, précisément? M. Tardieu, c'est une fort bonne question, en effet. Celui qui est véritablement autonome, et les industriels le savent bien, c'est celui qui n'a pas besoin d'argent. En vertu du vieux dicton, d'ailleurs, qu'on ne prête qu'aux riches. Quand vous avez un bilan qui montre que vous n'avez pas énormément besoin d'argent, eh bien, au fond, les banques sont toujours prêtes à vous prêter, dès lors que votre compte d'exploitation, naturellement, se tient bien.
Là aussi, quelques remarques simples. Il est vrai que si nous regardons nos investissements en valeur absolue, 5 milliards de nouveaux francs en 1970, qui vont devenir 7 milliards et demi, une augmentation de 50% en 1975, ça paraît très lourd. Bien. Mais si nous comparons ces investissements à l'ensemble des investissements que la nation française fait et va faire, la part des investissements pour l'électricité ne cesse de décroître. Parce que la nation investit beaucoup sur une série d'autres terrains, que ce soit les investissements industriels ou ce qu'on appelle les équipements collectifs, autoroutes, PTT, écoles, universités, enfin, etc.